Et oui, comme vous le dit notre superbe jingle, tous les hits en son 3D sur starter.fm. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h30 aujourd'hui. On est dimanche et on accueille la ravissante Audrey Vernon. Yes! Bonjour. Une comédienne, une auteure et une humoriste. Enfin, plein de casquettes différentes. Tu vas nous en parler. Actuellement, tu as ton spectacle surtout à nous présenter. Oui. Alors, moi, s'il y a vraiment un truc que j'adore, c'est quand on parle d'argent. Ouais, moi, je suis très comme ça, je suis très business, je suis très money, tu vois. Et quand j'entends un spectacle qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire », ben voilà, j'y vais. Et puis, pour le coup, agréable surprise parce que j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, Audrey. Alors, raconte-nous un petit peu, fais-nous un petit peu le topo, voilà, de ce fameux one-man show. Alors, c'est le premier spectacle économique. Yes. Déjà, c'est ce qu'il faut dire. C'est un spectacle qui traite des riches et des pauvres, des inégalités, de l'explosion des inégalités, de la crise. C'est une autre façon après Occupy Wall Street. Donc là, c'est un peu Occupy le gymnase pour lutter contre la finance mondiale et sans attraper la grippe. Et c'est un spectacle qui parle de toutes les dérives du capitalisme et puis aussi de personnages qui sont très intéressants à exploiter, qui sont les 1210 milliardaires du monde. Donc c'est 1210 personnes qui possèdent 40% de la richesse mondiale. Donc je trouvais ça intéressant de faire un spectacle pour les présenter et puis dire un peu qui ils sont, quelle est leur personnalité, quels sont leurs petits défauts, leur tocade, la collection de l'argent par exemple. Et voilà, c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, plutôt que de se marier par amour, a réfléchi très longuement sur la situation économique du monde et a décidé de faire un mariage de raison, donc un mariage d'argent. Et donc qui s'est organisé, qui s'est renseigné et qui a réussi à épouser le 33e homme le plus riche du monde. Alors moi je trouve que franchement c'est vraiment bien tombé dans le sens où le monde ne va pas bien, on le sait très bien, mais en plus de ça tu arrives à amener les choses avec cette personnalité, cette forte personnalité que tu as, assez incisive, un peu cynique, mais vraiment je trouve que c'est bien amené, c'est tout simplement la vérité à la sauce Audrey Vernon. Je vais vous planter un peu le décor. Dès le début, Audrey apparaît avec une belle robe noire, un peu stricte mais pas trop, un peu sexy mais pas trop non plus. Et puis voilà, elle lit un journal et elle annonce que demain elle va se marier, voilà, et qu'elle fête son enterrement de vie de jeune fille, c'est pas mignon, avec le public. J'ai trouvé ça super original pour le coup et franchement je trouve que dans ce one-man show, tu as vraiment cette façon de te lâcher aussi vis-à-vis du public, parce que non seulement tu évoques tous ces problèmes-là dont tu viens de parler, mais en plus de ça, voilà, en fait, elle provoque des émotions chez le public. Il y a du rire, il y a parfois un peu de colère, parce que tu dis des choses, tu dénonces des choses parfois qui dérangent un peu. Parce que finalement, c'est quoi le but final de cette pièce? C'est quand même mettre en avant le fait que c'est quand même anormal de gagner autant d'argent, que si peu de personnes dans le monde gagnent autant d'argent. C'est ça le but en fait, c'est de l'ironie. Parce que moi je l'ai pas vu, mais j'en ai vu quelques extraits. Je voudrais bien savoir en gros comment t'es venue cette idée au départ. Alors oui, j'ai étudié beaucoup de choses sur l'explosion des inégalités, donc c'est quelque chose qui est très récent. C'est-à-dire que l'accumulation des richesses dans les mains de très peu de personnes, c'est pas de toute éternité comme on peut avoir l'impression. C'est-à-dire que les milliardaires, ça n'a pas toujours existé. En 91, il y en avait une centaine. C'est quelque chose qui a vraiment explosé. Donc l'accumulation des richesses dans quelques mains et qui pose un grave problème pour tous ceux qui ne font pas partie de cette liste, c'est que toutes les autres personnes en fait travaillent à essayer de faire en sorte d'accroître la fortune de ces personnes-là. Je dis souvent, c'est l'enrichissement de certains par l'appauvrissement de tous. Parce que cet argent, derrière l'argent qu'ils gagnent eux, il y a quand même un argent réel, un argent issu du travail qui est le fruit de notre travail à tous, puisqu'on participe tous à l'enrichissement de ces milliardaires, soit en travaillant pour eux, parce qu'on travaille souvent pour un milliardaire sans le savoir, soit en achetant leurs produits. Et parfois, on ne le sait pas non plus, puisqu'on n'a pas le visage du milliardaire derrière le produit qu'on achète. Exactement, ouais. C'est vrai. Oui, tu parlais d'ailleurs d'une marque de cosmétiques qui est assez connue.
Balance, tu peux Sephora. balancer. Sephora, enfin oui, tu disais que c'est vrai que on devrait noter sur les paquets à qui revient l'argent en fait, que finalement un minimum du pourcentage du prix revient aux gens qui l'ont fabriqué, qui ont effectué le plus d'efforts pour fabriquer ce produit en fait. Oui, c'est vrai que quand on voit les marges, on devrait savoir qu'il y a un tout petit pourcentage qui va à la personne qui a fabriqué et puis un énorme pourcentage qui va à la personne qui possède la marque. Et c'est vrai que c'est le cas pour Sephora. On ne sait pas forcément que ça appartient à Bernard Arnault. C'est pas écrit dessus. Exactement, c'est vrai. Quand on achète un Mars, on ne sait pas que la marge va à Jacqueline Mars. Ah, voilà, tu lui as filé du pognon. Non, c'est Stan qui lui a filé du pognon. Mais d'ailleurs, Oui, c'est pas du tout criminel. C'est tout à fait légal de posséder une marque et de gagner de l'argent avec. Mais c'est vrai que il y a des situations où on ne sait pas forcément qu'on donne à un milliardaire en achetant quelque chose, ou même en allant chez Carrefour, on ne sait pas forcément à qui on donne. Et c'est vrai qu'en sortant du spectacle, on a une vision plus claire de la répartition des richesses. Alors moi quand je fais un peu l'analyse de qui est Audrey Vernon à travers ce spectacle, je te vois comme une artiste engagée en quelque part, parce que tu parles, tu dénonces des choses, parfois même tu vas jusqu'à dire des choses qui dérangent. Parce que là on vient de l'évoquer avec Sephora, mais parfois tu m'as mentionné que il n'y a pas d'Africains milliardaires en France par exemple. Ça c'est quelque chose de vrai, mais c'est quelque chose qui, je suis sûre, ne va pas forcément plaire à tout le monde. Alors toi, honnêtement, comment tu penses que ce message sur la société d'aujourd'hui est-il reçu du public ? J'ai vu une grande évolution, parce que ça fait 1 an que je joue le spectacle, et j'ai vu une grande évolution parce que les spectateurs sont de plus en plus conscients de ce problème économique, et donc ils reçoivent le spectacle de façon beaucoup plus complice maintenant avec moi, parce que avec la crise, avec le fait que l'État a déjà recapitalisé les banques, que plusieurs fois on a sauvé l'économie mondiale et donc on a redonné de l'argent aux financiers pour qu'ils puissent rejouer encore. Et donc les gens ont vu ça et ils commencent à comprendre qu'avec les cures d'austérité, c'est eux qui vont payer l'addition à la fin. Et donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus clair. Et du coup, mon message est de moins en moins considéré comme caricatural, parce que les gens s'aperçoivent que dans leur vie quotidienne, oui, finalement, au bout du compte, c'est à eux qu'on demande de rembourser. Mais c'est vrai que tu es aussi une grande militante, tu as soutenu même des grévistes. Mais qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter finalement de mettre en avant? Bon, si, de le mettre en avant, c'est vrai que c'est peut-être pas clair dans l'esprit de tout le monde, donc c'est bien d'en parler. Finalement, tout le monde ne se rend pas compte d'où on va économiquement. Mais finalement, qu'est-ce que tu penses que ça va amener? Je pense que ça soulage déjà d'avoir une vision plus claire des choses, parce que souvent à la télévision et même dans les journaux, les choses ne sont pas dites clairement. Donc je pense que la clarté, ça fait du bien, c'est agréable d'avoir un discours cohérent et intellectuellement juste au niveau des arguments. C'est agréable parce que souvent à la télé, les choses sont... Le fait que les gens vont rembourser, par exemple, c'est jamais dit clairement. On parle de sauvetage de la Grèce, de sauvetage des banques, de choses comme ça, mais on ne dit pas que... Par exemple, quand les gens disent « Oh là là, c'est la panique, la bourse baisse », mais pour les gens qui n'ont pas d'action, c'est pas grave. Exactement. C'est-à-dire que pour les gens normaux, c'est vraiment pas grave que la bourse baisse, on s'en fiche. Oui, et c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est là dans un cadre où on vient se détendre, on vient s'amuser, mais en même temps, on en apprend sur la société, parce que je suis sûre que parmi le public présent qui vient te voir lors de ce one-man show, je suis sûre qu'il y en a plein qui n'avaient pas réalisé certaines choses, qui prennent les infos, parce que les infos, ils nous racontent toujours la même chose, etc. Quand on fait des sondages, c'est ce qu'on entend. Mais à travers toi, à travers ton texte, à travers ce spectacle, tu clarifies les choses, et ça c'est vraiment, je pense que vraiment c'est un peu à féliciter, parce que tu as quand même beaucoup de talent pour le faire, et ce n'est pas forcément tous les humoristes qui arrivent à dépeindre la société de cette façon-là. J'essaie de déculpabiliser les gens, parce que c'est vrai que les médias ont tendance à dramatiser la situation, à essayer de faire culpabiliser les personnes qui écoutent, afin qu'ils trouvent ça anormal de gagner leur vie en travaillant. C'est-à-dire, par exemple, d'être bien payé en travaillant, qu'ils essaient de faire en sorte
qu'on trouve ça bizarre, pas normal, presque une sorte de privilège. Alors j'essaie de déculpabiliser les gens en disant que c'est pas un privilège de gagner sa vie en travaillant, au contraire, et qu'ils ne devraient pas se sentir coupables et accepter ces cures d'austérité et tous les sacrifices qu'on leur demande de faire. Est-ce que tu penses que en fait moi j'aimerais savoir, en tant qu'artiste qui dit des choses, qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, quelle est ta plus grande difficulté? Ma plus grande difficulté, oui. D'écrire déjà peut-être. Au tout début, j'ai eu des difficultés J'écris le spectacle avant la crise, donc personne ne s'intéressait à l'économie, donc à ce moment-là, c'est vrai que c'était un sujet qui n'intéressait pas grand monde et j'ai mis un peu de temps avant d'imposer le spectacle et de réussir à le monter. Voilà, c'est la seule difficulté que j'ai eue. D'accord. Est-ce que tu penses que le cynisme dans le métier d'humoriste, c'est une arme fatale? Je veux dire, parce que voilà, quand on est humoriste, on raconte sa vie, parfois, il y en a pas mal qui le font, qui racontent leur vie et puis qui le font en humour, etc. Mais dans ton cas, quand tu parles de certaines choses de la société actuelle, le fait d'utiliser un peu cette ironie, ce cynisme, de piquer un peu, est-ce que tu penses que voilà, tu vas plus faire réagir le public, tu vas plus attirer le public vers toi? Non, j'ai pas l'impression du tout d'être cynique. Vraiment, c'est pas du tout l'impression que j'ai juste l'impression de dire des choses qui sont... Toutes les choses que je dis, je les ai trouvées dans des journaux économiques très réputés. Par exemple, quand je dis que 95% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, c'est un chiffre qu'on peut trouver dans Challenge, donc qui est un journal plutôt de droite et tout à fait pro-milliardaire, je dirais. Donc, j'ai pas l'impression d'être cynique. Et puis, c'est vrai que quand j'ai eu la chance de jouer dans les usines, ça m'est arrivé 3 fois. Là, je me trouve face à un public qui a vécu ça. Et qui comprend mieux, du coup. Oui, qui comprend mieux et qui considère que ce que je dis, c'est pas du tout caricatural, c'est juste vrai. On a quand même dit que t'avais le gag froid, un jour. Ah. Non, on l'a pas dit en face. Oui, je sais. Alors, non, mais bon, c'est marrant. Le gag froid, pour un peu expliquer, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, je trouve que c'est ce qui fait ton charme. Oui, tout à fait. C'est que, voilà, tu as cette façon de... Voilà, on a une jolie femme devant nous, très sexy, qui, si on la juge comme ça tout de suite, on va pas penser qu'elle sera capable de nous dire toutes ces choses, mais tu les dis avec une espèce de... avec cette manière si naturelle, mais en même temps, voilà, tu n'exploses pas devant les gens, tu leur dis les choses calmement, de façon sexy, précis, concise, mais comment dire, voilà, sans non plus trop en faire, quoi, en fait. Mais la vérité de ce que tu dis et la façon dont tu les amènes, ça fait que voilà, c'est marrant, mais tu en fais pas trop, en fait. Et c'est ça le gag froid. C'est pas ça? Oui, c'est vrai qu'il faut... Ça, c'est peut-être une difficulté, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de confidence et de confiance dans le propos pour arriver à monter sur scène en ne faisant pas grand-chose. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de travail en amont pour arriver à monter sur scène avec un spectacle peut-être pas très spectaculaire, mais oui, il faut être sûr de son propos. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que tu vas te faire remarquer finalement, surtout dans le contexte économique actuel. Et c'est ça qui est bien. Et en gros, dans quelques instants, je vais te demander si le fait de lutter avec les grévistes et puis le fait aussi de passer sur France 3 dans l'émission Ce soir ou jamais, c'est pas finalement un complément à ton show. Vous êtes de retour dans Cast Me If You Can sur StarTech.fm. Nous sommes en compagnie d'Audrey Vernon, qui est comédienne, humoriste, auteur aussi de ses spectacles, de ses sketchs. Et juste avant la musique, eh bien, je te demandais en fait si le fait d'avoir été milité avec les grévistes, pour lutter contre la cupidité des multinationales, d'être solidaire comme ça avec les gens qui subissent malheureusement la mondialisation, et puis le fait aussi d'être passé dans l'émission Ce soir ou jamais, et puis d'avoir mis en avant aussi ce genre de manifestation. Est-ce que c'est un complément à ton spectacle? Oui, je vois un peu ça comme une œuvre autour qui
qui contribue au spectacle aussi. C'est vrai que d'être allée la première fois à Rosselange chez les anciens sidérurgistes, puis 2 fois chez Fralib, qui sont les ouvriers qui fabriquent le thé éléphant et qui se battent à 185 contre Unilever, qui est une multinationale qui a plus de 400 marques. Et je suis donc allée jouer chez eux dans leur usine qui est actuellement occupée. Ils m'ont fabriqué une scène en palette. Et c'est à la fois pour les soutenir, mais c'est aussi du spectacle en soi, puisque ça donne l'opportunité de jouer dans des lieux qui sont lourds de sens. C'est des scènes qui sont en elles-mêmes sanctifiées. C'est-à-dire c'est des lieux qui sont incroyables pour jouer. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui est présente dès le début du spectacle et qui dure jusqu'à la fin. Et la communication entre le public et puis moi est tout à fait différente et très agréable. Oui. C'est vraiment j'ai vécu ça 3 fois et c'était à chaque fois de grands moments puisque je m'adresse vraiment à des travailleurs, à des ouvriers, à des gens qui ont travaillé dans des usines, qui connaissent la forge, qui connaissent toutes ces choses-là et que moi je connais pas forcément, mais finalement c'est vraiment à eux que je m'adresse. Que tu as beaucoup étudié quand même, hein, puisque tu en parles quand même très, j'avais très bien. étudié, mais c'est bien différent de ce que j'avais imaginé, puisque je connaissais pas du tout les ouvriers, je connaissais pas du tout les usines, donc j'avais aucune connaissance de ce milieu-là. Et c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés sont beaucoup plus conscients de ce que c'est que l'économie. Ils en ont une conception et une perception bien plus profonde que ce qu'on peut avoir, même si on étudie. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai étudié dans les livres, eux, ils ont une conscience empirique de tout ça, directe, et ils comprennent vraiment les mécanismes profondément. Ils les ont subis dans leur chair. C'est-à-dire, ça a touché leur famille, ça a touché des générations d'ouvriers avant eux, et c'est quelque chose qui est immédiat, quoi, qui leur parle tout de suite. Quand je dis, par exemple, à un moment donné dans le spectacle, quand je parle à mon futur mari et que je dis, ah oui, les gens, les trucs dont la DRH s'occupe, mais c'est quelque chose, ils l'ont vécu. C'est vrai que... Oui. Des moments de spectacle qui sont très forts. Alors à chaque fois, je suis un petit peu déçue parce que quand j'arrive sur les lieux, il y a une émotion tellement forte, je me dis je vais être très très émue pendant le spectacle. Et puis c'est vrai qu'avec toutes les choses qu'il y a à gérer pendant un spectacle, c'est-à-dire les lumières, le son, jouer, du coup cette émotion elle est moins forte, mais ça revient après. Et puis je suis contente de voir leur émotion à eux aussi. Voilà, ça permet de les soutenir, donc c'est ça qui est génial. Moi j'aimerais bien savoir à quel âge est-ce que tu as commencé la scène, la première scène. J'ai commencé vers 15 ans. D'accord. Au conservatoire, enfin dans des écoles, dans des petits conservatoires à Marseille d'abord, à Toulon. Et puis voilà, j'ai commencé vers 15 ans et j'ai commencé à travailler professionnellement vers... Tu as fait les cours Florent. Tu es rentrée à 17 ans. Non, d'abord j'avais fait l'ERAC, le conservatoire du 10e, et je suis rentrée à Florent, je devais avoir, je sais pas, 10 ans. Ok. Alors, dis-nous, depuis donc, ta première scène, 15 ans, le cours Florent, le conservatoire, quelle a été ta plus belle rencontre? Ma plus belle? Yes. Parce que il y en a eu beaucoup. Oui, voilà. Énormément. Parce que tu as quand même un parcours, tu as rencontré du monde. Ou le fait le plus marquant, peut-être. Oui, mais plus belle rencontre parce que voilà, Audrey Vernon c'est quelqu'un qui, on l'a dit tout à l'heure, voilà, tu as travaillé sur Canal Plus Décalé. Toujours d'ailleurs. Voilà, toujours, pardon. Vous pouvez la retrouver du lundi au vendredi. Exactement. Pour annoncer les programmes de la soirée. Tout à fait. Dans un esprit décalé, assez sympa. Et c'est toi qui as écrit aussi tes sketchs pour ça. Et c'est toi qui as eu l'idée du concept au départ Non, d'abord si on peut parler de belles rencontres, la première, je dirais que c'est, à part toutes les personnes qui m'ont formée au cours Florent, au conservatoire, j'ai eu des très grands professeurs comme Jean-Pierre Garnier, Michel Faux, des gens qui m'ont énormément apporté et beaucoup appris. La première rencontre, c'est Dominique Farrugia qui m'a engagée à Canal et qui m'a permis d'écrire mes textes, qui m'a donné l'idée d'écrire un spectacle. Et avec Ariel Saraco, qui est la directrice des programmes, ils m'ont tout de suite encouragée et ils m'ont tout de suite fait écrire en fait. Et comment elle s'est passée cette rencontre C'est toi qui as démarché. Ah, c'est un casting. Ah, pas mal. Hein. C'est un casting et j'avais pas du tout envie de travailler à la télé parce que moi je faisais du théâtre, j'étais dans Claudel, Racine, tout ça, et donc j'avais pas du tout envie de faire ça. Et la veille au soir, j'avais vu le film de Wes Anderson qui s'appelle La famille Tenenbaum, et donc j'ai décidé de proposer quelque chose de très triste au casting en me disant que je serais jamais engagée parce que c'était vraiment sordide.
Je pleurais, je crois. Enfin, j'étais habillée tout en noir, c'était vraiment triste. Je parlais très doucement alors qu'il parlait très vite. Et je souriais pas. Enfin, c'était assez amusant. Et finalement, ils m'ont rappelé et j'étais engagée là-dessus. Alors, je me suis dit, En gros, c'était quand vraiment c'est pour toi, c'est pour toi. Hein. Voilà. T'as beau faire le casting. ouais. Alors, C'est le destin. dans ton show, ton one-man show, comment épouser un millionnaire, à un moment donné, tu te mets carrément à nu devant le public. Voilà, tu enfiles ta robe de mariée. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que moi, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que ça lui a fait de se dévoiler comme ça devant un public? C'est pas la première fois. Tu l'as fait à la télé aussi, hein, j'ai vu. Mais Oui, je le faisais dans mon premier spectacle aussi. Mais en fait, j'aime beaucoup l'espèce de ça fait, l'espèce de silence qu'il y a tout à coup quand ce genre de choses arrive. Et j'avais très envie de faire le geste que je fais dans le spectacle avant ça. C'était vraiment une idée de création théâtrale. Je voulais que les spectateurs fassent ce qu'ils font dans le spectacle. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi à l'idée de me mettre à nu, etc. Et j'ai réfléchi toujours pas. D'ailleurs, ça m'affole un peu quand les gens, à la fin du spectacle, me disent « Oh là là, quel courage de faire ça !» Je me dis « Pourquoi quel courage ?» Non, c'est bien. Bah, il y a des gens qui sont très très pudiques et qui pourraient pas Mais faire en fait, ça. j'ai pas vraiment le temps de réfléchir à ça parce que ça va tellement vite. Il faut penser à enlever quelque chose, mettre quelque chose d'autre. C'est assez technique, ça va très vite. Et donc, j'ai l'impression que les gens ne voient rien. Ne me détrompez pas, s'il vous plaît. On voit tout. Ben, c'est ça aussi le métier, voilà. Le métier de la scène, c'est se donner à fond sans pour autant... si on réfléchit aux tenants, aux aboutissants, à ceci, à cela, c'est bien. Mais si on réfléchit trop à ça, on n'y va pas. Et c'est ce qui est bien avec toi, c'est que voilà, sur scène, tu y vas à fond, tu dis ce qu'il y a à dire, tu le fais en fonction de toi, de ta personnalité, tu ne surjoues pas. Et c'est le top en fait. Moi, je pense que si on devait donner un conseil à nos auditeurs, voilà, qui nous écoutent, qui écument les castings, qui se demandent, voilà, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire ma réussite, qu'est-ce qui pourrait être un frein, etc. Eh bien voilà, ne pas avoir froid aux yeux, savoir se donner, savoir se lâcher. Je pense que c'est un beau message pour les aspirants humoristes, aspirants comédiens qui nous écoutent, parce que cette émission est aussi pour eux. Et ton nouveau spectacle, les correspondances de Karl Marx et de sa femme Jenny, donc pour le moment, tu l'as joué une fois le 5 mai, enfin le 6, oui. parce et que je l'ai rejoué aussi l'anniversaire oui, exactement. de Karl Marx, et tu l'as joué aussi, enfin une partie oui. pour les grévistes le 3 octobre. à Gémenos. Ouais. Oui, c'est ça. Chez Fralib à Gémenos, ouais, je l'ai joué 2 fois. C'est un spectacle assez particulier que j'adore, mais c'est un spectacle de niche, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de voir les correspondances de Karl Marx, de Friedrich Engels, de sa femme Jenny et de la bonne Hélène de Muth. C'est un spectacle, je suis pas sûre que ça prenne tout de suite, mais bon, c'est un spectacle auquel je tiens beaucoup. Recommence l'année prochaine, ça fera comme pour celle que tu joues actuellement. Et bien l'année prochaine, les gens comprendront mieux. Oui, peut-être qu'un jour ça prendra, ce sera un énorme tube. Marx et Jenny, j'y crois. On y croit. Ouais. Et juste une dernière question avant qu'on lance une musique. Tu parlais de tes débuts tout à l'heure, ton premier casting, ton casting pour Canal que tu as un petit peu loupé. Et même tes amis au début comprenaient pas en fait ce que tu cherchais à faire dans tes sketchs. Ils disaient que tu te plantais, que tu avais l'air trop timide. Et en fait, tu as toujours joué ça exprès. En fait, t'as toujours fait... c'est ton personnage, en fait. Oui, au début, j'étais un peu perturbée parce que je trouvais qu'à la télé, il y avait que des gens qui souriaient. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire quelqu'un qui sourit jamais, qui trouve la vie tragique. D'accord. Puisqu'après tout, la vie est tragique. Donc, j'ai décidé d'exploiter ce filon-là. Un personnage très triste et très sombre. Et... oui, voilà, au début c'est parti comme ça, et puis après je me suis radoucie parce que maintenant quand je revois les premières choses que je faisais à la télé, notamment la séance au choix, je me dis c'était quand même très austère parce que je parlais à 2 à l'heure, je souriais jamais, et effectivement je comprends qu'au début ça ait pu perturber un peu. Comme quoi on se remet toujours en question et on évolue toujours, même après quelques années. C'est ça, l'important c'est de se lancer. Et puis je pense que c'est ce qui fait de toute façon toi aujourd'hui, dans le sens où voilà, toute cette expérience, tous ces petits moments de remise en question, visionnage, revisionnage, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, parce que c'est ça aussi le métier d'artiste. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir
aller de l'avant et puis prendre le mauvais, le mettre de côté, remplacer par du bon, c'est ça. Et puis c'est très bien. Oui, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur ce qu'on a à dire, en fait, sur le message. Ouais. Je pense que c'est la chose qui soutient le plus dans les moments de doute, et de rester concentré sur ce qu'on a envie de faire passer comme idée. Oui, à partir du moment où, j'ai envie de dire, tu fais corps avec ton texte parce que ça sort de ton cerveau, parce que tu l'as ressenti, tu l'as vécu de façon directe ou indirecte, mais voilà, rester concentré après, ça va de soi, quoi. Ça suit. Et je précise que ça se ressent très bien dans Comment épouser un milliardaire. Allez le voir, même tout de suite. Restez avec nous en musique sur starter.fm. On revient encore avec Audrey Vernon. Et yes, vous êtes encore avec nous, Virginie Imara, Virginie pour Cast Me If You Can, la seule émission 100% casting, 100% artiste, 100% showbiz avec Virginie et Imara. On est ensemble tous les dimanches. Aujourd'hui, on a une invitée de marque, j'ai envie de dire, Audrey Vernon. Voilà, c'est la femme à aller voir dans son one-man show Comment épouser un milliardaire. Je ne vous le dirai jamais assez. Allez le voir si vous voulez rire et réfléchir, parce que parfois on rigole, mais on ne réfléchit pas forcément. Et là, ça sera une très bonne occasion. Donc Audrey, j'imagine que pour en arriver là, eh bien, tu es passée par pas mal d'étapes et aujourd'hui, il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient bien peut-être être comédien, peut-être être humoriste, peut-être écrire aussi leur spectacle. Et qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui pour qu'ils avancent au mieux dans leur ascension artistique ? Alors, dans quel domaine Dans ton de domaine, tout, dans chaque domaine en fait, hein, comédie, ensuite humoriste, et puis ensuite écrivain. La liste est longue. Et encore, on n'a pas tout dit. Non, c'est un peu différent, le travail entre interprète et puis auteur, c'est très différent même. Par exemple, toi au départ, en fait, t'as pas forcément déjà voulu être speakerine, hein. Tu nous as dit que c'est venu un peu par hasard, c'était surtout la comédie. Oui, c'est venu complètement par hasard, ouais. Donc la comédie, déjà, les gens qui voudraient être comédiens, est-ce que si par exemple, ils ont, 20 ans et qu'ils ont quelques petites expériences de théâtre, mais que, ils sont passionnés, mais ils n'ont pas l'expérience que tu as eue à partir de 15 ans, est-ce que c'est pas trop tard? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle démarche Non, je pense d'ailleurs à un acteur qui a commencé, qui était banquier avant et qui a commencé à 40 ans. Et ça marche bien pour lui d'ailleurs. Tout est possible. Ouais, exactement. Il s'appelle Éric Roland et maintenant il est acteur alors qu'il était banquier. Donc il y a des cas où il y a des gens qui sont repérés dans la rue aussi. Moi je crois assez au destin en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de cours et que c'est vraiment une question de rencontre et aussi de personnalité. Donc ça, la personnalité, ça se travaille pas. Et moi, j'aime beaucoup en fait les acteurs qui sont vraiment des personnalités qui sont pas forcément des grands interprètes, mais qui sont des personnages dans la vie, qui ont des vies mythiques. Tous les grands acteurs d'ailleurs, Deneuve, Depardieu. Moi, c'est ceux-là qui me fascinent vraiment. Je trouve que c'est des acteurs qui ont à la fois une vie privée fascinante et une vie professionnelle merveilleuse. Et puis c'était une époque aussi où il y avait des grands réalisateurs. Donc je pense que l'époque aujourd'hui, il y a peut-être moins de grands réalisateurs, mais qu'il y a des choses à faire. Et non, je sais pas, c'est difficile de conseiller des choses à des gens qui... Mais dans tous les cas, ce que tu veux dire, c'est que tout le monde a sa chance. Voilà, c'est pas parce que vous vous sentez pas à la hauteur à partir du moment. Ça, c'est un peu difficile de dire ça aussi parce que c'est quand même très difficile. Mais par rapport à l'exemple du banquier, du conseiller financier. Ah oui, mais là, après, c'est une question de volonté et puis de chance aussi. Mais il faut savoir que le métier, globalement, il y a une pièce qui est très bien pour ça, c'est La Mouette, Tchekhov. Dans lequel le personnage de Nina est une jeune comédienne qui rêve de devenir actrice et qui a l'exemple autour d'elle d'une grande actrice qui est une énorme star et elle envie son destin et elle a envie de devenir une énorme star et finalement son destin à elle, c'est d'être une petite comédienne qui prend le train de 3e classe pour Yelets et donc qui se retrouve avec les ouvriers et puis qui se retrouve dans le wagon à bestiaux à partir faire une tournée dans des petits théâtres de province qui n'ont aucun intérêt et elle devient jamais une grande star.
Et voilà, je pense que c'est souvent ça, c'est souvent le train de 3e classe pour Yelette, ce métier. Et moi, souvent, j'y pense quand il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense à ça et je me dis que finalement, c'est ça la réalité. Mais tu t'en sors. Pour le moment, t'as réussi. Ça y est, j'ai déprimé. Les futurs comédiens. Mais non, restons Non, mais tout le monde sourire. a des moments comme ça de baisse de morale parce que forcément, quand il y a une mission qui s'arrête, il faut en retrouver une autre derrière. Et puis quand on a un projet qui se termine, il faut en remettre un en place. Mais je pense que surtout, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut accepter tout. Il faut accepter de travailler et de vraiment tout faire. Moi, c'est ma théorie. Mais par rapport à ton vécu, ton expérience, aujourd'hui tu fais de la scène, voilà, on l'a dit, tu nous fais rire. Faire rire les gens, c'est pas facile. Je me trompe. D'autant plus que c'est toi qui as écrit ton spectacle et c'est pas la première chose que t'écris parce que par exemple tes sketchs de Madame de Gaulle, c'est toi qui les as écrits, t'expliquais que t'avais lu plein de livres, donc c'est quand même un travail très fastidieux. Moi j'aurais préféré être uniquement interprète, mais c'est pas ce que le destin a décidé pour moi, donc je suis obligée d'écrire et puis tant mieux, c'est bien, mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé être uniquement une interprète. Mais je pense que j'ai pas les capacités pour être uniquement interprète. Et c'est dur alors comme de te demander, Imara, de faire rire les gens, Ah il y a des soirs où c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas envie de rire. Il y a des soirs où toute la salle est très concentrée et puis elle ne rit jamais. Donc, et là on a beau jouer dans ces cas-là, je sais plus quoi faire. J'essaye vaguement de creuser un tunnel avec la pointe de ma chaussure pour rejoindre la loge directement. Mais bon, je creuse jamais assez profond. Mais c'est vrai que c'est des soirs où on ne sait pas s'il faut jouer plus vite, plus doucement. Qu'est-ce qu'il faut faire et ça marche pas. Après, ce qui est important, c'est que le message passe aussi. De toute façon. Puis il y a des soirs où ils rient pas tellement et par contre ils applaudissent énormément. Voilà. Donc ça c'est assez aléatoire. Il y a des soirs où j'ai l'impression que ça a été catastrophique et puis il y a plein de rappels. Alors comme quoi on peut jamais vraiment savoir comment les gens prennent le spectacle. Alors, dans ton spectacle, tu dis, pour qu'un Chinois gagne ce que touche un milliardaire en un an, il faudrait qu'il travaille 3,3 millions d'années. Donc, il a commencé à bosser au Big Bang. Ça, j'ai retenu. Et moi, j'aimerais savoir comment tu fais. Est-ce que tu as un secret? Est-ce que tu as une drogue pour avoir cette mémoire d'éléphant? Pour, retenir tout ce texte avec tous ces chiffres. Parce que, c'est pas seulement des blagues, je vanne un peu comme ça, par-ci, par-là. C'est beaucoup de chiffres, ce spectacle. Beaucoup de chiffres, oui. Mais ils sont rentrés très facilement, d'ailleurs, ces chiffres. Je sais pas pourquoi. Mais parce que c'est aussi parce que je les ai calculés moi-même. Oui, parce que c'est vrai que c'est en année de SMIC. En année de SMIC français, il faut 3,3 millions d'années pour être aussi riche que la personne la plus riche du monde. Et non, mais je ne sais pas. Non, mais la mémoire, c'est quand même le compliment le plus... C'est le minimum pour un acteur. C'est-à-dire que quand on dit à un acteur qu'il a une bonne mémoire... C'est un peu... c'est mal perçu. C'est un petit peu... c'est-à-dire que c'est vraiment, si on n'a pas ça, on n'a rien. Tout à fait, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que, ça peut être intéressant de le découvrir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des petites astuces comme ça pour travailler sa mémoire, pour être plus performant à ce niveau-là? Ou est-ce que, chez toi, c'est un don, tout simplement? Non, la mémoire, ça va. Puis c'est vrai qu'en répétant un texte, pour notamment avoir une bonne diction, on est obligé de le répéter des tonnes de fois. Donc du coup ça rentre. Non, j'ai pas vraiment d'astuce pour la mémoire. J'ai une astuce contre le trac. Balance. L'alcool. Le vin. Oui, mais un verre. La vodka. Ça c'est amusant parce que je suis une des rares comédiennes dans mon entourage à boire avant de jouer. Alors, je me demande comment font les autres. Parce que moi j'ai un trac mais atroce. Ouais. Vraiment démesuré. Et donc, à chaque fois, j'essaie de convertir mes voisines de loge en disant, mais comment vous pouvez aller jouer sans boire? C'est comme se faire opérer sans anesthésie, ça ne me viendrait pas à l'idée. Voilà, c'est ma seule... Et tu bois un verre ou deux. Ça dépend du niveau de trac. Et ça fait pas perdre la mémoire, ça, de boire. Parce que moi, j'ai toujours eu peur de ça, justement. Mais oui, il y a le verre qui fait perdre la mémoire. C'est celui qu'il ne faut pas boire. Voilà, il y a la limite. Okay. Et c'est assez amusant en même temps. Bon, on rappelle donc, quand même... un verre, en fait, on peut... Un verre et demi. Un verre et demi, on peut deux, c'est vrai que c'est trop. D'accord. On va rappeler quand même à nos auditeurs, auditrices que l'abus d'alcool nuit. Hein.
Mais avant un casting, mais c'est ça le conseil pour les castings, buvez. Alors, c'est une... Oui, c'est pas mais bête. c'est incroyable, même à 10h du matin. Même à 10h du matin. Alors, c'est une grande première dans l'émission. Ah bon? Qu'on nous dise ça. Et oui, comment font les tout à autres? fait. Je comprends pas. Parce qu'en général, on nous dit, voilà, soyez positifs, parce que les artistes... Mais pour le track, ils font comment? Pour le track, chacun son truc. Il y en a qui vont se focaliser sur un meilleur moment de leur vie pour rester dans une bonne humeur. Nous, par exemple, avant de rentrer dans les studios, on crie comme des dingues. Ah, même si on est déprimé dans notre vie, mais la vie est belle, mais voilà, c'est génial. on crie comme des dingues. Pendant la musique, on délire complètement dans le studio, on crie, on vole, on saute, si ce n'est plus. Et donc ça permet de dégager cette énergie positive. Maintenant, je pense que effectivement, C'est pas bête. 2 petits verres de vin. 3 petits verres de vin. Non, un et demi. Non, je plaisante. Voilà, ça peut faire un bien. peu de Une bien. bonne vodka avant un casting, c'est parfait. Mais Ok. par contre, je pense sérieusement que c'est vrai que ça marche, mais pas forcément avec tout le monde. Parce que tu peux avoir des gens qui, avec un verre, ils sont complètement bourrés, et là, le casting est foutu. Hein, faut préciser aussi. Enfin, un verre, je pense que... En même temps, il faut voir un casting pour toi aussi. Il faut que le rôle soit vraiment intéressant. Oui, exactement. Bon, alors, à un moment donné, tu verses des chaudes larmes devant le public. Est-ce que c'est difficile comme ça de déclencher cette émotion-là tout de suite devant une assemblée? Est-ce que c'est dur? Non, j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, j'ai un corps qui fait ce que je lui dis. Cool. C'est génial. Je peux m'appuyer sur ma mémoire et sur mon corps qui fait ce que je lui dis. Donc quand je lui dis de pleurer, il pleure. Et tu t'en sers dans ta vie privée pour apitoyer. J'avais envie de demander ça, ouais. Je m'en sers avec la police, c'est vrai. Anecdote. C'est Allez, juste à leur anecdote. dire que t'es sur Canal Plus décalé. J'ai bon. souvent été arrêtée et je n'ai eu qu'une amende. C'est ma grande fierté parce que le reste du temps, je pleure. Non. Bon, là, si on te demande de pleurer, tu le fais? Oui, je le fais. Allez, tout de suite. Non, la pauvre. Non, mais c'est utile. C'est utile, mais je pleure souvent dans la vie aussi. Je pleure devant Masterchef. Donc... Ouais. Oui, moi, devant la petite maison dans la prairie. Vous allez bien vous entendre, voilà. Non, mais Maison c'est dans la ça. prairie. Un artiste, souvent, c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves assez difficiles et qui finalement ont ouvert sa sensibilité comme ça. Et il suffit de repenser à ces moments difficiles pour se mettre à pleurer, tout simplement. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait appris. Oui, ça, c'est la fameuse méthode acteur studio. Oui, voilà, c'est ça. Ça marche pas. Je ne peux pas dire un texte et penser à autre chose en même temps. C'est quoi ta méthode? Ma méthode, c'est uniquement physique. Mais cette méthode acteur studio, repenser à son enfance, tandis qu'on dit un texte de Shakespeare ou de Racine ou autre chose, ça, je comprends pas comment c'est possible. Comme quoi, vous l'apprenez en même temps que nous sur starter.fm dans Cast Me If You Can. Le métier de comédien, le métier d'humoriste, même parfois quand il s'agit de chanter, le corps artistique, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, on a chacun ses méthodes, chacun en fait son expérience, et puis chacun ses petites astuces comme ça pour pouvoir être de plus en plus performant. C'est le message qu'on vous donne, qu'on vous passe aujourd'hui dans Cast Me If You Can. On va parler de ses projets. Voilà, j'allais y venir. Alors, parle-nous un peu de tes projets, tes rêves, tes ambitions dans l'avenir. Un peu, qu'est-ce que tu pourrais avoir en tête? Quel serait ton désir Parce que le plus fou? Ton spectacle actuel, c'est jusqu'à fin décembre. Et après? Pour l'instant, c'est jusqu'à fin décembre, mais j'espère continuer. Ça va peut-être poursuivre, d'accord. En décembre, je serai aussi à Gavot en première partie de Marc Jolivet. Donc, je jouerai 2 fois dans la même soirée. Ça va être assez amusant aussi, je pense. Je jouerai à 20h30 et puis à 21h30. Dans 2 salles différentes. Ça m'amuse assez de passer d'une salle à l'autre en speed. très peu de temps. Ouais, ça va être très speed. Et surtout de jouer la même chose 2 fois d'affilée, j'ai assez hâte de voir comment ça peut se passer. C'est quelque chose que tu n'as donc jamais fait. De jouer 2 fois la même chose en 2 heures. Ouais. D'accord. Ben voilà, il y a des challenges tous les jours dans la vie d'artiste. Ce qui sera drôle, c'est de remarquer si les 2 prestations sont vraiment différentes ou si tu t'es senti plus à l'aise dans la deuxième, si tu n'as pas eu ce trac justement que tu disais avoir avant chaque première, peut-être qu'à la deuxième,
Bah, la prochaine fois, si ça marche, tu la fais chez toi, pour ta famille, puis après tu vas la faire au spectacle, après t'es sûr que ça va bien se passer. Enfin, je veux dire, t'auras moins le trac. Et alors, projet au niveau de la télé, Canal+, est-ce que t'as d'autres propositions de leur part Dis-nous tout, ne nous cache rien. J'ai d'autres propositions, mais pas forcément de Canal+, mais je reste très attachée à Canal+, et Canal+ décalé. Je me sens très bien dans cette chaîne qui est un petit peu cachée, je dirais, parce que j'ai une grande liberté, et puis c'est vraiment un espace de création, c'est une carte blanche, et il n'y a pas d'impératif, contrairement à Canal+, Premium, au Clair, et toutes ces choses où il faut être un peu plus dans l'efficacité, un peu plus dans le rire. Sur Canal+ décalé, j'ai pas cette obligation. Et c'est pas un peu frustrant, justement, parce que bon, c'est pas une chaîne qui est très très pas regardée par la majorité de la population. Et à un moment, tu disais justement que t'étais speakerine sur Canal+ décalé, et que tu passais tous les jours et que t'étais pas forcément connue. Je suis pas du tout frustrée de ça. Non. C'est pas ce que tu recherches, c'est pas ton but ultime. Simplement vivre de ta passion et... Oui, puis je suis aussi contente quand je prends le train et que quelqu'un me dit qu'il a vu comment il faisait un milliardaire. Je suis même plus contente quand on me reconnaît à cause du théâtre que de la télévision. Mais en même temps, il y a plein de gens qui suivent Canal+ décalé, qui regardent avec beaucoup d'attention. Oui, en même temps... Et c'est amusant, il y a des gens qui reparlent de choses que j'ai pu écrire sur Canal+ décalé plusieurs années avant. J'ai des gens qui me suivent sur ce support aussi. Le cinéma, ça te tente? Le cinéma. Yes. Parce que tu as eu quand même pas mal de rôles. Bon, c'est pas des énormes films, mais peut-être qu'un jour... Voilà, est-ce que dans l'avenir, tu te verrais jouer dans un blockbuster? Le cinéma, je sais pas. C'est une industrie qui est assez particulière. C'est devenu une industrie, c'est un art, je sais pas. Pour le moment, théâtre, c'est parfait, ça te correspond. Oui, je suis très contente. Et puis en plus, tu es proche du public, et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit te faire du bien, en fait, puisque tu as l'air d'être une personne qui aime bien avoir cette osmose particulière qu'on connaît bien au théâtre. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je suis pas vraiment frustrée non plus avec Canal+ décalé, où je suis là toutes les semaines et je tourne depuis maintenant 7 ou 8 ans tout le temps, donc c'est vrai que j'ai pas de frustration vis-à-vis des caméras, et au contraire j'adore ça, mais ça va. Merci vraiment de nous avoir fait cet honneur, d'avoir partagé avec nous et puis avec les auditeurs un peu ton expérience, un peu de toi, voilà. Bon, du coup, je souhaite bonne chance à tous les auditeurs qui ont passé des castings que vous proposez. Yes, oui, c'est ce qu'on nous souhaite. Voilà, c'est cool. Merci, c'est super gentil. On te souhaite une très bonne continuation.